qui porte sur le rôle actif. Donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir débuter ce panel sous la forme d'un dialogue qui porte sur le rôle actif dans la lutte contre les changements climatiques, le rôle des villes. Il faut savoir qu'au Canada, c'est plus de 80% de la population qui vit en milieu urbain. Et selon l'organisme C40 ou C40, qui a partagé des chiffres, les municipalités, elles produisent près de 70% des GES à travers le monde. Donc aujourd'hui, on va vous parler de comment les villes, en coopération avec d'autres niveaux de gouvernance, peuvent rehausser l'ambition climatique au Québec et au Canada, et aussi être des leaders dans l'atténuation des GES et des stratégies d'adaptation. Donc pour ce panel, on va accueillir aujourd'hui 4 panélistes. Mélanie Lebert, directrice générale du Partenariat Climat Montréal, Martin Dampous, qui est le premier vice-président de l'UMQ et le maire de Varennes, Vincent Coste, directeur du service de l'environnement et du développement durable pour la ville de Mont-Tremblant, et Samuel Pagé-Plouffe, qui coordonne l'Alliance Ariane et qui est aussi coordonnateur des affaires publiques et gouvernementales de Vivre en Ville. Bienvenue à tous. Sans plus tarder, je vais vous introduire à la première question. Donc, il est clair que les municipalités ont un rôle phare en tant qu'acteurs de premier plan dans la lutte des changements climatiques, mais j'aimerais que vous m'exposiez les leviers et les défis auxquels sont confrontées chacune de vos organisations pour répondre à l'urgence climatique. Je vais proposer de répondre dans l'ordre suivant, Mélanie, puis Martin, et ensuite Vincent et Samuel. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je peux peut-être commencer par dire que, dans le fond, le partenariat Climat Montréal, ça s'est créé en partant du principe et du constat, en fait, surtout de différentes études qu'il y a eu à travers le monde, et notamment grâce au réseau du C40 que tu as nommé, Margot, un peu plus tôt, où on estime qu'en gros, il y a un bon 3/4 des émissions des métropoles qui ne sont pas entre les mains des gouvernements municipaux uniquement, dans les mains dans leurs compétences municipales uniquement, en fait. Donc, c'est-à-dire que pour que les villes arrivent à atteindre leurs cibles climatiques, elles n'ont pas le choix d'embarquer tous les acteurs de la collectivité pour réussir à atteindre leurs cibles ambitieuses. Donc, nous, c'est ça qu'on fait à Montréal, le partenariat climat. Alors, pour répondre à ta question sur les différents leviers et les différents défis, je dirais que les leviers, le partenariat climat, nous, notre rôle, c'est vraiment de mobiliser les différents acteurs clés de Montréal, que ce soit des acteurs économiques, institutionnels, philanthropiques, communautaires, pardon. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, là, ça fait bientôt 1 an que le partenariat climat existe, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'agir qui existe là à Montréal, en tout cas pour le climat, je pense à travers beaucoup de monde, fait que la volonté d'agir concrètement n'a jamais été aussi forte. Il y a vraiment un niveau de maturité qui a été acquis dans les 5-10 dernières années, mais je dirais même dans les 5 dernières années, là, tout ça n'aurait pas été possible là, d'aller travailler sur ce terreau très fertile où on a pu aller chercher des gros joueurs, des petits joueurs autour de nos différentes tables de travail pour passer à la vitesse supérieure et aller vraiment dans l'action. Donc, nous, un des leviers qu'on voit à Montréal, c'est vraiment de voir que, par exemple, les membres de notre comité directeur, on a 26 membres aujourd'hui sur notre comité directeur qui sont tous des gros joueurs. Ils sont tous pas mal engagés pour le climat depuis déjà pas mal d'années. Puis c'est aussi des têtes de réseau. Puis on voit là ils veulent contribuer là, à mobiliser le reste de leur secteur d'affaires à Montréal et ailleurs. Donc l'idée derrière le partenariat climat, c'est ça le pari qu'on fait, c'est que parce qu'il y a des gros joueurs qui pavent la voie, parce qu'il y a de plus en plus de petits joueurs aussi qui embarquent dans la réduction des émissions de GES et dans la résilience, dans les questions de résilience de la métropole, plus ils vont aller plus loin dans ce qu'ils font déjà, plus ils vont dépasser leur niveau d'ambition. L'idée, c'est vraiment de créer ce peer pressure, on va dire, pour tirer toujours le niveau vers le haut. Donc ça, c'est vraiment un vrai levier qu'on voit à Montréal, c'est de créer cet effet boule de neige et de jouer sur cette espèce d'émulsion, on va dire, qui pop un peu partout aujourd'hui au niveau organisationnel au sein des villes.
Puis par contre, au niveau des défis, ce que je dirais, moi, c'est que c'est sûr que selon les secteurs, donc par exemple, à Montréal, on parle beaucoup des secteurs de la mobilité, du bâtiment, parce que c'est les deux plus grosses sources d'émissions à Montréal. Il y a d'autres secteurs sur lesquels on travaille, mais dans le fond, il faut vraiment composer avec la réalité de terrain de chaque type d'acteur, de chaque secteur, de chaque industrie. Tout le monde ne part pas du même niveau. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus matures à passer à l'action que d'autres. Il y en a, c'est vraiment, on part de loin, mettons. Donc, il faut adapter les stratégies d'action et de mobilisation en conséquence. On ne peut pas espérer que tout va se régler du jour au lendemain. Donc, il faut avancer sur le terrain et en même temps, l'autre défi, c'est qu'il faut quand même réussir à s'arrimer avec tout ce qui se fait au niveau des processus réglementaires dans les villes. Donc ça, c'est un autre défi, c'est de réussir à faire en sorte que tout le travail que nous, on fait de mobilisation et de passage à l'action sur le terrain, ça s'arrime et ça se fait en collaboration avec les municipalités, en l'occurrence, là, la ville de Montréal, qui elle-même travaille sur des processus de mobilisation, mais surtout des processus réglementaires, des programmes aussi, des mesures et des programmes politiques qu'elle met en place. Donc, réussir à faire tout cet arrimage-là, là, c'est un sacré défi. Puis, je dirais, le dernier défi que je citerai, là, c'est vraiment le nerf de la guerre, à mon avis, là, c'est de briser les silos. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit, je pense, dans beaucoup de systèmes villes, mais c'est-à-dire que dans les dernières décennies, tout a été divisé en silos. On travaille telle problématique d'un bord, puis telle autre problématique de l'autre bord. Puis là, le problème, c'est que les changements climatiques, ça touche à tout. Donc, tout est connecté et tout, c'est vraiment les vases communicants. Donc, il faut réussir des façons à aller briser ces silos-là, mais ce n'est pas simple parce que ça nous fait sortir de nos zones de confort et de nos habitudes de travail. Alors, c'est ça que je pourrais dire pour commencer. Merci beaucoup, Mélanie. Je vais inviter Martin. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'on sort à l'instant d'une grande élection municipale à travers la province, puis le constat que j'ai fait, puis le constat que plusieurs personnes ont fait, jamais on a autant parlé d'environnement, de GES, de changement climatique, de préservation des parcs, d'aménagement. C'est impressionnant parce que, honnêtement, ceux qui n'avaient pas ces éléments-là clés dans leur plateforme, puis probablement en premier lieu, ont tous perdu leurs élections. Donc, ça, c'est un signe qui est très clair. Ce qu'on observe à l'Union des municipalités du Québec, c'est que les municipalités, peu importe leur grosseur, seront toujours aux premières loges. Quand on est pris avec des inondations, quand on est pris avec des tornades, des feux de forêt, le réflexe de la municipalité et des citoyens, c'est de se tourner vers sa ville pour demander de l'aide. Mais vous le savez, on n'est pas seul. L'importance d'avoir des appuis comme le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, mais très souvent, pour la population, ils ont l'impression que c'est tellement lourd, c'est tellement long, c'est fastidieux, mais ils viennent voir les élus, ils viennent voir leur ville pour avoir de l'aide très rapidement. Donc, il est clair que ce constat-là est important, mais ce qu'on remarque, c'est que ces changements climatiques-là, c'est des coûts qui sont importants. Donc, très souvent, on va associer les changements climatiques beaucoup au transport, parce que vous le savez, le transport est générateur de 45% en moyenne des GES. Mais ça amène des coûts. On a plusieurs municipalités qui prennent beaucoup d'initiatives, puis on parle de levier, des autobus électriques. On en voit de plus en plus. Le gouvernement annonçait, je pense, M. Legault, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, des investissements de 4 milliards de dollars pour l'électrification du transport collectif. Bravo, on applaudit ça. Mais il est clair que très souvent, ça passe par les villes. Parce que dans tout le volet de l'électrification des transports, les municipalités se considèrent comme des leaders à l'échelle provinciale, sinon fédérale, parce que le gros avantage que nous avons, c'est que nos véhicules partent d'un lieu et reviennent toujours au même lieu. Donc, les distances que nous devons parcourir sont habituellement très raisonnables. Donc, l'histoire de pouvoir recharger nos véhicules devient facilitant. Donc, on veut jouer à l'Union des municipalités du Québec, on veut jouer ce rôle de leader-là parce qu'on sait très bien que lorsque des initiatives environnementales sont promues dans des municipalités, la population
ont tendance à vouloir les suivre. Donc, c'est pour ça on veut jouer ce rôle-là. Puis comme levier, mais je l'observe, de plus en plus de municipalités partout au Québec offrent des subventions, que ce soit des subventions pour des bornes de recharge, des panneaux solaires, des initiatives environnementales, des réductions de consommation d'eau. Il y en a de plus en plus. Et ce qu'on observe, c'est que la population, à chaque fois qu'il y a des initiatives de cette nature-là qui arrivent sur le terrain, applaudissent ce qu'on réussit à faire. Donc, les villes qui seront les leaders réussiront à attirer l'ensemble des autres villes sur leur territoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'on observe, c'est le phénomène des îlots de chaleur. Puis ce qui est intéressant dans ça, ça vient toucher beaucoup l'aménagement du territoire. Les plus beaux exemples, c'est intéressant parce que c'est des exemples qu'on voit partout. Qu'on soit une grande ville comme Montréal et Québec ou de très petites municipalités, on en voit partout. Les fameux centres d'achat, pavés à grandeur, qui sont utilisés très rarement. Donc, ce sont des lieux de prédilection d'îlots de chaleur. Mais donc, il faut penser différemment l'aménagement de nos territoires. Puis ce qu'on observe, c'est qu'on parle de densification. Et ça, c'est super intéressant. Mais par contre, il y a un des éléments non négligeables, c'est la loi sur l'expropriation n'a pas été modifiée ou à peu près pas depuis 1982. Donc, on a besoin de ces changements-là législatifs, mais ça ne relève pas des villes. Ça vient du gouvernement provincial pour nous permettre d'être davantage proactifs dans ce volet-là pour être capable d'aménager différemment. On parlera sûrement beaucoup de transport collectif. Et là aussi, on a un enjeu parce qu'avec ce qu'on vient de vivre dans un contexte de pandémie, tout le monde veut plus de transport collectif, mais il y a eu une réduction. Bon, je suis dans la CMN, dans la grande communauté métropolitaine de Montréal. On a vécu des réductions d'utilisation de l'ordre de 80, 40. Là, aujourd'hui, on est encore à peu près 35 % de pertes d'utilisateurs, mais c'est des pertes de revenus majeures. Donc, ce n'est pas vrai que les villes, on est capable d'assumer ces écarts-là. Donc, on veut plus de transport en commun, mais quand il y a une baisse d'utilisateurs, il est clair qu'on a besoin d'appui indéfectible du gouvernement. Puis, je parlais de l'expropriation tantôt, toujours dans notre région, avec l'arrivée du REM, l'arrivée du métro de l'Est, ça fait en sorte qu'on se bute à des complexités dans l'aménagement du territoire et ça fait que les projets et les délais sont hallucinants, puis ça amène des surcoûts additionnels. Et au final, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les villes du Québec seront toujours identifiés comme les leaders au changement climatique. Et je comprends qu'au niveau des entreprises, c'est différent. C'est probablement plus long et plus complexe parce que les entreprises ont toujours un enjeu financier puis un enjeu de rentabilité. Les villes, on n'a pas le réflexe, comme une entreprise, de faire plaisir à des actionnaires ou de faire de l'argent. Mais quand on sent que la population est tellement soucieuse de l'environnement, on peut mettre en place des initiatives qui vont faire des petits à l'échelle de leur population ou à l'échelle des autres villes. On veut devenir, et on veut devenir un acteur encore plus de prédilection pour les défis qui nous attendent dans les prochaines années. Merci beaucoup, Martin. Je pense que ça a couvert beaucoup de sujets qui sont justement très, très importants. Vincent, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, tout à fait. Puis ça tombe bien que je parle après M. Danfous parce que je vais faire du pouce sur ce qu'il vient de dire. En effet, les villes, on est des gouvernements de proximité. Donc, on est souvent ciblé comme étant un acteur de premier plan parce qu'on est capable d'avoir un impact direct sur le territoire. On ne passe pas par des politiques qui, ensuite de ça, doivent être interprétées dans un schéma d'aménagement, puis dans un plan d'urbanisme. Nous, on est vraiment concret sur le terrain. Donc, on a beaucoup de leviers pour pouvoir aider avec les changements climatiques, que ce soit avec l'aménagement du territoire pour tenir compte des changements climatiques, favoriser la résilience des villes avec le maintien des infrastructures, qu'elles soient naturelles ou bâties. On veut bien sûr vouloir préserver la santé et la qualité de vie de notre population. On parlait un peu plus tôt d'îlots de chaleur. On a maintenant des grandes canicules pendant l'été, puis il faut penser à offrir un soutien à la population lors de ces canicules-là.
On a aussi un rôle de pouvoir mobiliser plusieurs acteurs et actrices du territoire, que ce soit à une échelle très locale ou une échelle plus régionale, partager de l'information entre les villes. Le but, c'est vraiment de travailler de façon plus globale pour essayer de viser l'objectif de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc, il y a diverses façons de le faire, puis il y a diverses façons de s'adapter aussi. On veut travailler tant pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre que pour l'adaptation au changement climatique, afin que la population ressente moins les effets de ces changements climatiques. Par contre, ce qui est un petit peu difficile, je dirais, pour les villes, c'est toujours le financement de ces actions-là, que ce soit pour la recherche, pour développer de l'expertise, des nouvelles façons de faire. Les villes on n'y pense pas souvent parce que ce n'est pas une entreprise privée, il n'y a justement pas d'actionnaires, comme le disait M. Danfous, mais nos citoyens sont nos actionnaires, puis on ne veut pas augmenter le taux de taxation. On voit beaucoup de campagnes électorales qui se font en disant on va limiter l'augmentation du taux de taxation, mais cet argent-là, donc, d'où est-ce qu'on la prend pour pouvoir aider avec les changements climatiques? Donc, il y a vraiment un bon besoin d'aller chercher des programmes de subvention comme il y en a qui se développent, que ce soit à l'échelle provinciale ou nationale, fédérale. Mais ensuite de ça, pour la suite des choses, il va falloir que les villes prennent des choix. Puis ce qui est un petit peu ironique dans la façon de faire en ce moment, c'est que le financement des villes est intimement lié avec le développement de la ville. Donc, on veut prévenir les changements climatiques, peut-être densifier davantage, prévenir un trop gros développement, mais en même temps, c'est ça qui finance notre adaptation au changement climatique et nos réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on se pose des questions aussi sur le mode de financement des villes pour que ça soit plus durable à terme puis que ça soit conséquent avec toute cette approche de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Merci, voilà. Vincent. Samuel, je vais te laisser finir sur cette question-là. Oui, merci. Merci beaucoup, Marco. Merci en fait de l'invitation. J'apprécie beaucoup. Je suis content d'être là. Je réitère en fait ce qu'ont dit, les collègues panélistes, Mélanie, Martin, Vincent. Il est vrai, là, les groupes citoyens, la société civile sont plus que jamais mobilisés sur les questions d'urgence climatique, et en particulier au palier local. Donc, c'est clairement un levier qui est essentiel et essentiel à l'action. Et on peut vous en témoigner. Je travaille chez Vivre en Ville, donc une petite organisation qui est de moins en moins petite, justement, parce qu'on est tellement sollicité un peu partout sur le territoire sur les questions d'aménagement, d'urbanisme durable. Une équipe constituée de beaucoup d'urbanistes, donc dans ce domaine-là professionnel. Et clairement, les municipalités sont à la recherche de cette expertise-là. Il y a un appétit, je dirais, des décideurs pour une prise de décision plus éclairée, plus appuyée sur des données, faire appel aux professionnels, s'assurer de respecter les bonnes pratiques, justement, d'aménagement urbain durable. Donc, on voit que les choses évoluent. Et là, je peux, par exemple, vous donner justement une statistique qui est assez frappante quand on évalue les émissions de GES en moyenne qui sont émises par un habitant de Barcelone pour ses transports. On se rend compte qu'elles sont 10 fois plus élevées que celles d'un habitant de la ville d'Atlanta, une ville qui est de la même grandeur, mais dont le développement urbain est à peu près complètement aux antipodes. Alors là, on ne dit pas qu'il faut aller complètement d'un côté ou complètement de l'autre, mais on voit le potentiel de réduction de gaz à effet de serre si l'on construit nos villes de la bonne manière. Et si je peut-être à un autre levier, je dirais qu'il y a quand même aussi, je lèverais mon chapeau aux journalistes, aux médias qui de plus en plus posent des bonnes questions, je trouve, aux candidats qui se présentent aux élections en matière d'environnement. On a encore vu tout récemment l'émission Enquête qui allait au fond des choses sur les tensions qu'il y a entre développement urbain et protection de l'environnement. Donc, je trouve que l'espace public évolue positivement. Concernant les défis, je dirais le premier qui me vient à l'esprit, c'est probablement celui de la cohérence. Il y a quand même 1100 municipalités au Québec. C'est vrai que le municipal
est un leader en environnement, mais peut-être pas partout également. Et il faut faire bien attention de ne pas défaire d'une main, la main gauche qu'on fait de la main droite. Il arrive encore qu'il y a des municipalités qui sont moins bons joueurs, moins bons élèves et qui font une certaine compétition déloyale à d'autres municipalités, donc qui vont attirer du développement, par exemple, en gérant les taxes le plus bas possible et en ayant des pratiques de développement urbain qui sont probablement pas très, très, très durables. Cohérence aussi entre les paliers de gouvernement, hein, souvent des municipalités qui souhaitent s'assurer d'avoir un développement qui est durable, souvent concentré au cœur de la ville. Et là, les institutions publiques, par exemple, une SAQ, une école ou un CLSC qui va aller s'installer beaucoup plus loin en périphérie, là, forcer la population à faire des longs déplacements en voiture. Donc, ce genre de dynamique-là, encore une fois, où on voit une incohérence et cohérence aussi avec tous les acteurs du développement économique, on l'a mentionné, mais parfois les promoteurs ne sont pas les meilleurs élèves. Deux derniers petits défis très, très rapides. Je disais qu'on a une soif de faire appel aux professionnels, à la connaissance, à la science finalement. Mais quand même, je dirais qu'on ne connaît pas encore suffisamment bien notre territoire au Québec. Je pense par exemple, en Europe, ils ont un indice d'artificialisation des sols, donc d'urbanisation. Là, essentiellement, c'est combien de sols sont asphaltés ou urbanisés à chaque année. Donc, ils se comparent entre États européens pour voir l'évolution de cet étalement, de cette artificialisation-là. On n'a pas ça ici, donc ça c'est très pratique si on avait cette connaissance-là de l'ensemble du territoire, de comment on se développe. Troisième défi très, très bref, la question de l'abordabilité là, qui est de plus en plus présente. L'abordabilité en particulier des milieux de vie qu'on pourrait appeler durables, des milieux de vie où justement on a accès à la mobilité durable. C'est un défi qui est de plus en plus présent et je crois qu'il est incontournable pour la prochaine décennie. Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense ça nous a permis d'avoir une bonne introduction sur les clés des rôles des municipalités, mais aussi tous les acteurs qui sont autour, que ce soit les citoyens, le rôle des politiques publiques, les modes de financement, les secteurs qui jouent un rôle important. On a parlé des transports, de l'aménagement du territoire, bien sûr. Maintenant, j'aimerais peut-être qu'on se focalise sur les deux villes qui sont présentes aujourd'hui, qui ont des réalités peut-être un peu différentes, l'une urbaine, une autre un peu plus en région. En manière d'adaptation, est-ce que vous voulez nous parler de projets qui se trament et qui s'organisent dans chacune de vos municipalités? Je vais inviter Vincent à commencer, puis après on suivra avec Martin. Ça tombe bien, nous, on vient de se faire sortir, d'adopter un plan climat qui va être un plan d'adaptation au changement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un plan qu'on a réussi à élaborer, il faut le dire, grâce à une subvention qui nous a permis d'embaucher un chargé de projet qui a travaillé à temps plein là-dessus pendant presque 2 ans pour aller chercher de l'information auprès des différents partenaires à l'échelle provinciale. Puis ensuite de ça, avoir l'applicabilité de tout ça sur la réalité de notre territoire, qui en effet est quand même différente que des grandes villes comme Montréal ou Québec. Du côté de Mont-Tremblant, donc on a quand même beaucoup focusé sur plusieurs problématiques qu'on a. Dans les exemples les plus récents, je pense que vous l'avez vu à la télé cet été, à la fin juin, il y a eu des inondations qui sont venues partir avec des sections de route de stationnement, vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Donc, de notre côté, tout de suite, on est en train d'essayer de mettre en œuvre des actions pour la gestion des eaux pluviales de façon un peu plus durable et revoir aussi la manière qu'on conçoit nos infrastructures pour essayer de limiter dans le futur l'impact de tels aléas climatiques sur notre territoire. Donc, peut-être que, encore une fois, ça va être un investissement plus à court terme, mais qui va nous permettre d'économiser des centaines de milliers, voire des millions de dollars à moyen et long terme. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de toutes les actions de notre plan climat. Merci beaucoup, Vincent. Martin? Bien, écoutez, de façon plus locale, au niveau des GES, j'ai le goût de vous parler de le fameux bac brun, l'approche de biométhanisation. On a le privilège à Varennes d'avoir un énorme biométhanisateur, la CEMEC, la Société d'économie mixte, qui dessert 27 municipalités de l'Est de la Montérégie
Et là, on vient de signer une entente avec Longueuil et l'agglomération de Longueuil. Donc, c'est près de 350 000 citoyens de plus. Fait qu'on procède d'un agrandissement. Puis encore là, je reviens sur l'exemple que je donne. Quand des villes prennent des initiatives de cette nature-là, ils embarquent plus que ce qu'on avait imaginé il y a 5, 10 et 20 ans. Parce qu'ils veulent faire leur part, ils veulent contribuer aussi. Donc, que ce soit pour ça, que ce soit pour des collectes de verre, à Varennes, on a mis des gros bacs de récupération du verre à côté de la SAQ, mais il y a beaucoup d'initiatives similaires qu'on voit un peu partout parce qu'on est capable de le récupérer quand le verre se retrouve dans le bac bleu, mais il vient contaminer le papier, il vient contaminer le carton, donc il devient une matière beaucoup plus difficile à revendre. Mais je parlais tantôt des initiatives, j'en vois plein à travers les villes. Combien de villes ont fait des acquisitions dans les dernières années? Je ne parle pas des 50 dernières, dans les 5 dernières seulement, en véhicules électriques. On est rendu à notre 14e à la ville de Varennes. On transforme, puis ça, j'ai très hâte un jour où on aura, puis ça sera probablement de l'entreprise Lyon qui est au Québec, là, qui produit beaucoup de véhicules électriques, d'avoir des fameux exemples de F-150, tu sais, le fameux pick-up dont on entend tant parler. Toutes les villes veulent acheter des pick-up, les F-150, F-250, F-350, parce que c'est encore plus puissant. C'est utile, mais c'est pollueur. Donc, à la ville de Varennes, on a donné le mandat, on va recevoir les véhicules très bientôt, de transformer 3 F-150 puis un F-250 en véhicules tout électriques. Bien sûr que c'est des coûts, donc on se retrouvera tantôt avec des enjeux financiers qui sont non négligeables, mais on sent que ce n'est pas juste un enjeu ville. Le gouvernement, en fait, les deux paliers de gouvernement sont prêts à mettre la main à la pâte. Et un des gros avantages que le Québec a, que j'ai toujours remarqué et considéré, c'est qu'on est probablement les champions planétaires de l'énergie verte avec notre hydroélectricité. Donc, on a tous les acteurs en main pour devenir les leaders mondiaux de tous les types de véhicules électriques. Puis tantôt, on va parler d'hydrogène, vert, pour être capable, parce que je le répète, je l'ai dit tantôt, 45 des GES sont en lien direct avec le transport. Donc, il faut trouver des façons différentes de fonctionner. La population est partante. Les villes, je l'ai dit tantôt, on n'est pas là pour faire de l'argent, mais de mettre en place des initiatives. Et ceux qui ne le font pas, honnêtement, ont des grosses chances de perdre leurs prochaines élections parce que ça devient l'enjeu des enjeux. Je l'ai dit, jamais on a entendu parler autant d'environnement, d'espaces verts, de pistes cyclables, de mobilité active. Les villes, on est, regardez Valérie Plante, s'il y a quelqu'un qui personnifie la mobilité active au Québec, c'est beaucoup elle. Puis honnêtement, elle a probablement surpris beaucoup de monde avec sa victoire. Bien, elle est axée beaucoup vers ça. Bien, c'est un message qui est envoyé à l'ensemble des villes du Québec. C'est un message que je suis convaincu que les deux paliers de gouvernement reçoivent puis ont avantage à faire le virage, comme l'Union des municipalités du Québec le fait aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on le voit, les villes se mobilisent. On a notamment actuellement 708 villes qui ont rejoint la Race to Zero de l'ONU et qui se sont engagées à atteindre notamment l'objectif de carboneutralité pour 2050. Le Québec lui-même s'est fixé une cible de réduction de 37,5 de ses GES d'ici 2030. Et Montréal, elle s'est fixé un objectif de 55%. Je vais maintenant inviter donc le partenariat Climat Montréal et Vivre en Ville de nous partager, vous, ce que vous faites de votre côté. On va commencer par Samuel et puis suivre avec Mélanie. Oui, merci. En fait, des initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, elles se multiplient. Je ne pourrais pas toutes vous les partager, mais on accompagne des villes dans le cadre de nombreux projets, des villes, des villages aussi. Hein. On s'appelle Vivre en Ville, mais on travaille dans toutes les régions du Québec. Donc, je peux vous parler de quelques-uns de ces projets-là. Premier projet qui s'appelle Municipalité Amie du climat, où ce que l'on fait essentiellement, c'est on produit des outils
à l'intention des décideurs municipaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre par l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Donc, il y a là, des fiches pratiques là, qui sont, je peux même les mettre peut-être tout à l'heure dans le chat si ça vous intéresse, qui sont rendues publiques. Et je peux vous donner des exemples de fiches. Une première qui concerne la conception d'un test climat, filtre par lequel peuvent passer les décisions des villes. Et je crois que la Ville de Montréal est très proactive en ce sens-là. On peut espérer qu'il y en ait plusieurs autres à travers le Québec qui aient de l'avant. Une autre fiche qui aide les villes à choisir des indicateurs pertinents et mobilisateurs, justement pour évaluer leurs propres actions en réduction de gaz à effet de serre. Et une autre aussi pour les aider à repérer les terrains qui sont sur leur territoire sous-utilisés et qui sont dans des milieux qui sont sobres en carbone, donc qui sont généralement assez accessibles, pas trop éloignés, et qui sont donc des lieux qui sont idéaux pour accueillir soit des ménages, soit du développement économique, au lieu de, à l'inverse, aller urbaniser des milieux naturels et agricoles en périphérie. Donc, voilà un exemple là, des fiches pratiques. Et avec ce projet-là, la municipalité Amis du climat, on a une communauté de pratiques avec plusieurs municipalités, des professionnels qui partagent leurs bons coups. Un autre projet qui est en cours, c'est Oui dans ma cour. Donc là, on travaille avec à la fois municipalités, citoyens, promoteurs, on le mentionnait tout à l'heure, le terme à la densification verte. Donc, il y a certainement des défis en matière d'acceptabilité sociale. C'est une norme sociale qui parfois doit être changée. Le fait d'accepter de nouveaux voisins, hein, parce qu'on souhaite une densification pour éviter justement un plus grand étalement. Et on travaille donc avec les municipalités, les promoteurs pour les guider dans les bonnes pratiques à cet égard-là. Outre cela, un de nos projets s'appelle Pour des municipalités sobres en carbone et résilientes. Et là, ce que l'on fait, c'est que l'on documente des initiatives qui sont novatrices dans plusieurs municipalités, comme le disait M. Danfous. Souvent, il y a des leaders qui en inspirent d'autres. Et donc, l'important aussi, c'est de faire connaître les bons coups, parce qu'il y en a des bons coups. Et c'est l'essentiel de ce projet-là, de diffuser l'information le plus possible partout au Québec pour inspirer. On a beaucoup parlé de réduction de gaz à effet de serre, c'est essentiel, mais les collectivités sont centrales pour ce qui est de la question de l'adaptation au changement climatique. Vincent le disait juste avant moi. Et effectivement, il y a eu des inondations importantes au Québec en 2017 et en 2019. Et là, les collectivités qui ont été touchées par ces inondations-là on a un projet d'accompagnement pour les aider à transformer durablement leur milieu de vie. Donc, d'une part, pour gérer de manière optimale la nouvelle urbanisation, hein, parce que dans bien des cas, on a dû sacrifier des morceaux de ville, mais aussi donc à adapter ce qui reste de la ville aux aléas changeants du climat. Et je m'en voudrais pas mentionner aussi un dernier projet sur lequel je travaille et qui risque d'être pas mal intéressant, qui vient d'être lancé là, à peine. Il s'appelle Électricité, donc trait d'union entre électri et cité. Là, donc, un jeu de mots avec le terme cité qui réfère justement à la collectivité, à la ville. Et là, on réfléchit dans ce projet-là à l'intégration des véhicules électriques, à la fois véhicules électriques personnels pour le déplacement des personnes, mais aussi les véhicules de transport des marchandises en milieu urbain dense. Il y a des défis quand même assez importants d'intégration des bornes, hein, notamment pour l'instant le parc automobile. Je crois que c'est un peu moins, autour de 1,5% qui est constitué de véhicules électriques, mais quand on aura une majorité de véhicules, la question de où on met les bornes de recharge, en particulier là, dans les milieux urbains denses où les gens n'ont pas des stationnements nécessairement de disponibles chaque soir quand ils stationnent le véhicule, stationnement privé, là, je le spécifie. Ça suppose donc que ça prend des installations de recharge, mais d'un autre côté, on ne souhaite pas voir des rues uniquement comblées
de bornes de recharge, on aime bien nos arbres urbains, on aime nos espaces publics. Donc, en fait, toute cette réflexion-là sur les bonnes pratiques d'intégration des véhicules de recharge électrique, ça pose des défis, mais ça pose aussi des belles opportunités pour améliorer la qualité de vie en ville. Donc voilà, pour ce qui est de nos projets en cours sur la réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique. J'enchaîne, Margot. Oui, vas-y, je t'en prie, Mélanie. Oui, tout ce que vient de dire Samuel est super pertinent. Nous, c'est sûr, au Partenariat Climat Montréal, on est vraiment ancré à Montréal, donc on s'attarde plus particulièrement sur la réduction des GES et l'adaptation de Montréal avec les acteurs de Montréal. Donc, je dirais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comme on est parti du constat qu'on n'allait pas pouvoir laisser la ville de Montréal toute seule avec son plan climat une fois qu'elle l'aurait lancé. Là, c'était en décembre 2020 que la ville a lancé son plan climat. On s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir la laisser toute seule parce que, comme je disais, les villes, pour qu'elles atteignent leur cible climatique, bien que tout ce qu'elles ont comme pouvoir, c'est-à-dire en tant que compétence, puis je pense que Martin et Vincent l'ont très bien illustré, là, il y a beaucoup de choses à faire en termes d'aménagement, notamment que les villes ont comme devoir de changer leur façon de se développer. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire au niveau vraiment des compétences municipales. Mais quand on parle d'émissions de GES et d'adaptation en ville, puis notamment dans des métropoles comme Montréal, en fait, ça touche à une pluralité d'acteurs. Donc, quand tu parles de mobilité, on parle de mobilité des marchandises, on parle de mobilité des personnes, mais ça c'est pas la ville, elle n'a pas d'emprise tant que ça là, sur comment est-ce que les employés se rendent à leurs emplois. Oui, c'est sûr, elle a une certaine emprise en s'aménageant et en développant des transports collectifs, mais à un moment donné, il faut aussi que les employeurs s'engagent à ne pas aller se localiser à des endroits complètement inaccessibles aux transports collectifs et actifs. Il faut aussi, puis la façon dont la ville est développée actuellement, il faut aussi faire avec ce qu'on a construit depuis un certain nombre de décennies maintenant. Donc, faut que les employeurs, faut que les organisations, en fait, embarquent dans ce changement structurel, en fait, dont on a besoin. Alors, au Partenariat Climat, en gros, nous, ça fait bientôt 1 an qu'on existe. On est vraiment une structure émergente. Donc, je ne dis pas qu'on a trouvé la solution magique et parfaite qui fait qu'on va résoudre toute la crise climatique à Montréal. Malheureusement, je n'ai pas trouvé cette formule-là encore, même si je fais beaucoup de veille de ce qui se fait à l'international. Puis, je pense que c'est beaucoup comme ça qu'on doit avancer dans de l'essai-erreur. On s'essaye, on travaille en collaboration, on veut catalyser les forces collectives pour ne pas réinventer la roue. Fait qu'essayer d'être ce carrefour d'échange en fait entre tous les différents acteurs dont on a besoin de mobiliser. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Pour notre première année d'existence, en tout cas, je tiens juste aussi à préciser qu'on est indépendant de la ville de Montréal. On s'appelle Partenariat Climat Montréal, puis il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est directement lié au plan climat de Montréal, mais on est vraiment une initiative indépendante de la ville. Donc, en gros, je dirais on a 2 grandes stratégies d'action qu'on a mises en place dans notre première année. On a une stratégie d'action qui est vraiment au niveau du terrain. Donc là, on a mis sur pied 6 groupes de travail thématiques, 3 thématiques qui se veulent vraiment être les thématiques phares du plan climat de Montréal. Donc, j'ai beaucoup parlé de mobilité, donc toutes les émissions liées au transport. Il y a le fait d'aller aussi faire des changements structurels dans tout le secteur du bâtiment. Donc là, on parle de rénovation énergétique, on parle même de toute la construction des nouveaux bâtiments qui doivent déjà intégrer des processus bas carbone parce qu'on ne peut plus aujourd'hui en 2021 construire des bâtiments qui vont être là pour des dizaines et des dizaines d'années puis qui vont continuer à émettre des émissions. Et on parle d'une autre thématique qui est l'adaptation parce que Samuel l'a très bien dit. On parle beaucoup de réduction des GES, puis nous, on le voit beaucoup au Partenariat Climat. On travaille avec beaucoup d'organisations, oui, du secteur privé, mais aussi des institutions. On a aussi des organismes communautaires dans nos acteurs, puis on se rend compte quand même que globalement, le côté privé est très peu sensibilisé à ce que ça veut dire l'adaptation des villes au changement climatique. Puis c'est important parce que souvent, quand on leur parle de ça, ils se disent que c'est juste entre les mains des municipalités, qu'eux, ils ne peuvent rien faire, alors qu'en fait, il y a beaucoup de terrains dans les villes qui sont des terrains privés, qui sont complètement asphaltés, qui des fois ne sont même pas utilisés.
Fait qu'il faut aller aussi mobiliser les propriétaires privés à aller désasphalter, renaturaliser beaucoup de terrains. Là. Donc, en fait, c'est vraiment un travail de pair avec les municipalités. Les municipalités, elles n'y arriveront pas toutes seules, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le voir. Fait que notre travail de terrain là, sur les groupes de travail, c'est de réunir à travers différentes thématiques. Là, j'en ai nommé 3, on en a 3 autres qui sont voués à être un peu plus transversales. On a un groupe projet citoyen, on a un groupe finance et on a un groupe entreprise, en plus des 3 premiers que j'ai cités. Puis là, les acteurs dans chacun de ces groupes-là, l'idée, c'est vraiment de réunir les acteurs clés pour chacune de ces thématiques à Montréal, de les faire se remonter leurs manches en même temps. C'est des acteurs, des fois, qui n'ont pas tous nécessairement l'habitude de travailler ensemble. Donc, par exemple, dans le groupe bâtiment, on va réunir à la fois des experts en efficacité énergétique, on va réunir c'est les 2 plus gros fournisseurs d'énergie à Montréal. On va réunir les acteurs de la construction aussi, qui, eux, doivent changer leurs affaires. Puis comme, oui, c'est sûr que les villes ont moins ce souci de rentabilité. Mais la réalité, c'est que sur le terrain, si on veut que ça change, il faut prouver la rentabilité à des constructeurs immobiliers et des promoteurs de changer leur façon de faire parce que sinon, ils ne vont juste jamais le faire. Là. Donc là, c'est vraiment ce qu'on fait au niveau des groupes de travail. On est vraiment sur le terrain avec les acteurs terrain. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour trouver des initiatives qu'on ne ferait pas individuellement chacun de notre côté parce qu'individuellement, chaque organisation a ses agendas personnels. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme plus-value en se mettant ensemble qui n'est pas déjà existant ou alors qu'est-ce qu'on peut mettre à l'échelle de ce qui existe déjà et qui mériterait de vraiment être déployé à très grande échelle pour accélérer là, parce qu'on est vraiment dans un contexte d'urgence climatique. Donc, c'est beaucoup une question de délai aussi. Il y a beaucoup de solutions qui sont super intéressantes, mais on n'a plus le temps de faire juste des projets pilotes. On est rendu à les projets pilotes, c'est important de les faire, mais là, il faut les faire monter d'un cran en termes de vitesse et en termes d'échelle de déploiement. Donc, c'est ça qu'on fait au niveau de nos groupes de travail très, comme je disais, terrain. Là. Disons qu'on est très dans l'opérationnalisation. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien beau les discours, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer la donne? Et après, on a d'autres stratégies qui, là, se situent. En fait, c'est des stratégies de mobilisation. C'est-à-dire que dans nos groupes de travail, c'est sûr qu'on travaille quand même beaucoup avec des acteurs déjà sensibilisés, déjà impliqués, déjà engagés, qui essayent de faire plus, puis d'aller rallier plus de monde autour d'eux. Mais reste qu'à Montréal, puis d'ailleurs, peut-être que vous avez remarqué dans votre entourage, mais comme là, ça fait plusieurs fois qu'on dit que le transport est la source d'émissions la plus importante au Québec. À Montréal, c'est pareil. On est dans les alentours de 40% des émissions de GES de Montréal. C'est le transport de personnes notamment et de marchandises, mais il y a beaucoup de Montréalais qui ne savent même pas que en fait, les émissions viennent de leur façon de se déplacer. Donc, il y a une espèce de travail de mobilisation à faire aussi des organisations. Puis ça, c'est ce qu'on vient de lancer hier. On vient de lancer une campagne d'engagement avec une plateforme en ligne qui vise justement à donner les outils aux organisations montréalaises de savoir, OK, concrètement, qu'est-ce que je dois faire à Montréal si je veux m'engager pour le climat? Puis là, on n'est plus dans les questions de je vais recycler mon marc de café ou je vais. C'est pas ça. Là, on est en 2021. Quand tu es une organisation à Montréal, il faut que tu t'engages sur des questions concrètes de comment est-ce que mes employés se déplacent parce que j'ai une responsabilité par rapport à ça. Si je suis propriétaire de mes bâtiments, j'ai une responsabilité aussi de savoir comment ils sont chauffés, comment est-ce qu'ils sont construits si je suis un constructeur. J'ai une responsabilité aussi au niveau de la gouvernance de mon organisation. Donc, d'intégrer des critères climatiques dans mes politiques d'approvisionnement, dans mes appels d'offres. J'ai une responsabilité à former mon conseil d'administration, ma haute direction à ce que sont les enjeux climatiques et les solutions climatiques aujourd'hui dans notre contexte d'urgence climatique. Donc, c'est ça en fait qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a ce travail très terrain avec, on va dire, la tête du peloton, là, puis qui essaye d'aller vraiment désamorcer les bloquants sur le terrain. Puis en parallèle, on fait comme par exemple cette campagne d'engagement qui n'est pas une campagne de sensibilisation, mais qui est plus une campagne de mobilisation. Puis là, on se repose beaucoup sur les membres de notre comité directeur, qui sont, comme je disais, tous quand même des grands noms là-dedans. Il y a la Caisse de dépôt, Desjardins, Concordia, l'UQAM. On a beaucoup de gros acteurs à Montréal.
qui, eux aussi, à travers cette campagne d'engagement, prennent des engagements, mais aussi vont aller appeler personnellement leurs relations d'affaires les plus importantes à Montréal, en fait. Donc, c'est cette espèce de sentiment dans la communauté d'affaires montréalaise de peer pressure, là, de pression des pairs. On mise vraiment sur cet effet de levier par des acteurs de la communauté d'affaires de Montréal pour faire emboîter le pas et donner l'envie à de plus en plus d'organisations d'embarquer pour ultimement, en fait, transformer la culture d'affaires de Montréal. C'est un peu comme, dans le fond, en disant, on a tout ce qu'il faut là, pour se démarquer en termes d'action climatique à Montréal aujourd'hui. Puis là, la machine, elle est partie. Mais là, il faut se donner le goût de se dépasser constamment, de faire en sorte que ceux qui sont déjà pas mal à la tête des organisations montréalaises en matière de climat aillent plus loin que ce qu'ils font déjà. Ils sont comme un peu condamnés à être leaders puis à devoir toujours faire mieux. Donc, c'est là quand tu es une organisation que tu dois t'attaquer à tes émissions indirectes, c'est-à-dire tu recommences à regarder les émissions qui sont sur toute ta chaîne de valeur. Là, c'est pas mal une méchante grosse bête là, à laquelle il faut s'attaquer, mais quand tu es un leader, tu es rendu là. Fait qu'il faut que tu paves la voie en fait pour les autres. Alors, c'est ça qu'on fait. C'est pas facile, mais je dirais la façon dont ça fonctionne, puis je pense que ça fonctionne bien à date, c'est vraiment d'être très agile là-dedans et flexible. Parce que ça, comme je disais, il n'y a personne qui a la formule magique là, pour savoir. Il n'y a pas de projet climatique qui est déjà dessiné de A à Z. Il faut se réinventer tout le temps, il faut composer avec les réalités, même ne serait-ce que la COVID, là, je veux dire, ça a quand même chamboulé beaucoup nos vies, mais la réalité, c'est que des pandémies comme la COVID-19 ou d'autres crises sanitaires ou environnementales vont arriver de plus en plus avec les changements climatiques. Donc, on ne peut pas se dire à chaque crise, on met ça sur pause parce que ce n'est pas la priorité. Non, parce que les changements climatiques vont amener de plus en plus de crises comme ça. Donc, on n'a pas le choix que de travailler, d'être très agile dans ce processus-là. Merci beaucoup, Mélanie. Je pense c'est très intéressant d'avoir des villes qui publient leur plan climat, des organismes qui soutiennent les villes pour faire leur plan climat, des organismes qui s'impliquent plus dans l'étape plus concrète de qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le diable et dans les détails. Comme on dit, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. On le sait tous. Je pense qu'on a aussi appuyé beaucoup sur le fait que les collaborations étaient très nécessaires et les villes sont bien positionnées pour justement faire ces collaborations-là. Et j'ai envie de vous poser la question à votre avis, quel est vraiment le rôle des villes dans ces collaborations? Est-ce que elles doivent être à l'avant? Est-ce qu'elles doivent être plus en soutien? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire bouger? Puis surtout, je vous invite à rebondir sur les réponses de chacun à ce stade-là. Le but des dialogues, c'est ça aussi. Je veux absolument vous donner l'opportunité de le faire. Pour cette question-là, je vais laisser commencer la personne qui est le plus à l'aise. C'est vraiment la dernière question que j'ai moi de mon côté. Après, on pourra prendre des questions du public. Je suis prête à rebondir puisque la thématique est sur le rebond. Honnêtement, les villes ne se sentent pas à la remorque des initiatives. Les villes au Québec veulent être les initiateurs, veulent assumer leur leadership parce qu'on sait qu'on sera très influent auprès des entreprises, auprès de la population, auprès des employés villes. On veut être un modèle, on veut être l'initiateur parce que, je le répète, on est des élus qui sommes élus par la population. Plus nous avons, puisqu'on observe dans les dernières années, plus nous mettons en place d'initiatives environnementales, plus on est applaudi. Puis honnêtement, c'est un beau constat que je fais parce qu'au fond, il y a 10-20 ans, jamais ça aurait eu l'impact d'aujourd'hui. Donc, plus on veut être à l'avant-garde, puis on sait que ce n'est pas toutes les villes du Québec qui aiment être à l'avant-garde, ils évaluent ça comme bon, ça va coûter plus cher, ainsi de suite. Mais honnêtement, ce n'est même pas des coûts, c'est des économies parce qu'au fond, les gens vont faire leur part. Puis au final, c'est la ville qui va gagner, c'est le Québec qui va gagner, c'est tout le monde qui va gagner. Donc, pour résumer, on ne sera pas au rebond. On va créer le mouvement, on va créer la vague pour influencer les autres acteurs. Oui, si je peux me permettre à ce moment-ci de rebondir moi aussi. J'entendais Mélanie dire finalement
les villes sont condamnées à être leaders. Et j'entendais aussi Martin qui mentionnait finalement tous les domaines où les villes ont un impact sur la protection de l'environnement. En fait, quand on regarde l'inventaire des gaz à effet de serre que produit annuellement le Québec, le Canada, il n'y a pas une section qui s'appelle ville. Mais il y a une section qui s'appelle bâtiment, une section qui s'appelle transport, il y a une section qui s'appelle matières résiduelles, une sur l'agriculture. Dans tous les domaines, les villes ont un rôle important à jouer. Donc, je pense que c'est assez vrai. Elles sont condamnées à être leaders et on le voit avec la plateforme municipale pour le climat de l'UMQ. Elles le sont de plus en plus. Donc, c'est vraiment salutaire de voir cet enthousiasme-là, cette volonté-là. Je dirais aussi, condamné à être leader, je dirais aussi condamné à collaborer entre elles aussi. Les changements climatiques, on parle d'urgence, il faut agir rapidement, il faut être efficace. On peut pas se permettre toujours qu'il y ait justement trop des mauvais élèves qui ralentissent le groupe. Donc, il faut collaborer, il faut aller vite. Ça me fait penser à Monsieur Pedneau-Jobin, là, qui était maire de Gatineau et qui l'est encore, je crois, à ce jour-ci, mais qui d'ici à la sermentation là, de la nouvelle mairesse, Mme Bellil, qui disait souvent il avait été fortement marqué par les deux épisodes d'inondation qui avaient frappé sa ville. Il disait les cours d'eau n'ont que faire des frontières administratives. Quand ils passent, ils passent. Donc, cette importance-là de se coordonner parfois les différentes villes à un niveau plus régional pour faire face aux aléas changeants du climat, c'est incontournable. On le voit notamment avec les plans de protection des milieux humides que les municipalités régionales de comté ont la responsabilité de produire. Donc, les enjeux sont locaux. L'échelle d'intervention locale est souvent la bonne parce qu'elle est très flexible, mais il y a une obligation aussi de travailler les différentes échelles, les différents paliers ensemble. Et à cet égard-là, je me permettrais aussi de faire un clin d'œil sur ce qui se passe présentement du côté du gouvernement du Québec avec la conversation nationale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Donc, il y aura une nouvelle politique nationale qui va être adoptée au mois d'avril 2022. Le titre de la politique en question a évolué un peu. Là. On parle maintenant d'une politique nationale d'architecture. Donc, la question des bâtiments aussi publics va être intégrée d'architecture et d'aménagement du territoire. Et dans cette politique nationale-là, clairement, il faudra se donner une vision assez claire de qu'est-ce que l'on veut faire avec le développement urbain au Québec. On le sait, on a encore... entre 2015 en fait et 2030, c'est à peu près 400 000 ménages supplémentaires qui vont s'ajouter. Il faut bien les mettre quelque part. Il faut faire quelque chose de cette croissance démographique-là. Et souvent, c'est une occasion, en fait, même de réparer certaines cicatrices urbaines. Parfois, en ville, on appelle ça une croissance réparatrice. Donc, c'est une occasion, par exemple, de promouvoir des nouveaux quartiers qui sont axés sur les transports collectifs. Mais reste qu'il y a un défi là. Un défi notamment en matière de protection de milieux naturels. Je voyais un article assez récent sur la ville de Mont-Tremblant et je vous laisserai la parole. Mais quand il y a des nouveaux ménages qui arrivent, ça veut dire, ça suppose une transformation dans bien des cas là, des pratiques d'aménagement du territoire et peut-être justement dans le cadre de cette politique nationale-là que l'on va se donner au Québec, ça nous prend des objectifs assez clairs. La France, ils ont un objectif fort. Ils appellent ça zéro artificialisation nette des sols. Donc, à terme, l'idée, ce serait on arrête d'urbaniser des sols et on construit uniquement là où il y a des terrains qui sont soit contaminés, soit dans le périmètre d'urbanisation, mais on arrête sur les milieux naturels et agricoles. Voyons voir comment on articulera l'objectif pour le Québec. Mais me semble-t-il que ce travail-là, là, d'identifier les meilleurs endroits où développer et où arrêter de le faire, ce sera assez essentiel dans le cadre de cette politique nationale-là, en le faisant évidemment en collaboration avec le milieu municipal.
Margot, si tu me permets de rebondir très rapidement, parce que j'ai beaucoup aimé un commentaire de Samuel quand il a dit les villes sont condamnées à collaborer. Bon, le mot condamné, c'est particulier, mais tu as raison, Samuel, parce qu'au fond, les villes d'aujourd'hui, là, et les nouveaux élus vous le diraient, tu arrives, tu es élu, puis tu penses que tu vas t'occuper de ta ville, mais là, tu as des rencontres régionales, puis tu dois chapeauter plein de comités, puis tu te rends compte que, ben attends, c'est plus juste que dans ta ville. Les municipalités régionales de comté, les fameuses MRC, toutes les villes partout sont dans des MRC. Des fois, c'est des communautés métropolitaines. Donc, très souvent, anciennement, les gens disaient, ben, tout seul, je vais aller plus vite. Oui, mais en groupe, à MRC, on va aller plus loin. Mais c'est classique. On fonctionne aujourd'hui jamais seul. Ça se passe tout en communauté, en MRC. Puis plus on sera grand, plus il y aura probablement des économies d'échelle ou sinon des influences pour amener ceux qui n'avaient peut-être pas le goût, mais le whoops, ils se sentent un peu obligés parce que tout le monde y va. Donc, bravo Samuel, tu as tout à fait raison. On est condamné à collaborer, puis c'est une bonne chose. Très bien, on est heureux de ça. Après, si je peux reprendre la parole à partir d'ici, justement, je pense que les villes, en effet, sont vouées à être chef de file, comme tout le monde s'entend pour le dire. Mais je pense qu'on n'est pas limité à ça non plus. Chaque ville n'a pas la science infuse et il va falloir qu'on soit disponible pour quand il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Donc, souvent, on va être en rôle de chef de file ou soit en rôle de collaborateur si on se fait amener des idées, que ce soit par un promoteur qui va être innovant, que ce soit une autre municipalité, une autre MRC. Donc, je pense que la ville joue un peu différents niveaux et différents rôles pour pouvoir atteindre justement cet objectif de s'adapter au changement climatique. Ce qui est intéressant aussi à la ville, c'est que vu qu'on est proche de la population, on est aussi partenaire de beaucoup d'acteurs qui ont un rôle important sur le territoire. On peut penser souvent aux régies de matières résiduelles. Les villes ont un impact direct sur les décisions qui sont prises dans ces régies-là, sur la façon de gérer ces matières résiduelles pour optimiser, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sinon, au point de vue d'énergie aussi, avec le nouveau gaz naturel renouvelable qui vient issu de la biométhanisation. Donc, les villes vont être appelées à décider est-ce qu'ils veulent compenser ou payer une surtaxe pour pouvoir amener davantage de ce gaz naturel renouvelable sur leur territoire. Est-ce que ça va aider à compenser leurs émissions de gaz à effet de serre? Puis sinon, il y a plein d'autres partenariats aussi qui nous arrivent un peu de nulle part des fois, puis qui sont très intéressants. Récemment, nous, à la ville de Mont-Tremblant, on a décidé de s'associer au mouvement POW, Protect Our Winters. On est une destination touristique qui est souvent associée au ski, donc c'est certain que pour nous, Protect Our Winters, c'est une alliance naturelle. Ça, c'est une initiative qui vient du Climate Caucus, le caucus pour le climat, qui se fait à l'échelle pan-canadienne. Donc, on a des rencontres où est-ce qu'on discute avec des villes dans l'Ouest canadien qui nous présentent des difficultés ou des initiatives qu'ils ont mis de l'avant qui sont super intéressantes puis qui peuvent s'appliquer aussi sur notre territoire. Donc, je pense que ce partage d'informations, tout va tellement vite et c'est tellement long de partir des projets pilotes, apprendre de ces projets pilotes, puis ensuite de ça, aller dans la mise en œuvre, que je pense pour les prochaines années, l'objectif va être de faciliter ce partage d'informations pour que les bons coups qui sont réalisés par l'un puissent être diffusés et appliqués partout où est-ce que c'est pertinent d'appliquer ce type d'initiative-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à miser là-dessus, tant en échange intermunicipal qu'à tous les niveaux avec les partenaires qui sont liés de proche ou de loin avec les changements climatiques. Oui, ben, je partage tout ce qui s'est dit jusque-là. Puis, si je peux rebondir sur la partie, les villes doivent aussi collaborer avec les différents acteurs au sein de leurs écosystèmes. C'est sûr que moi, c'est le cœur de ma job. Je vais parler de ça. Mais c'est ce que je me rends compte là, après 1 an d'existence, puis c'est pas une surprise, mais disons que là, je le vis vraiment concret sur le terrain, c'est qu'on est aussi rendu, je pense, dans les écosystèmes villes, à devoir faire collaborer ou collaborer avec des acteurs qui, a priori, n'ont pas forcément les mêmes visions des choses que nous. C'est parce que
Bon, il y a comme le terme développement durable, tu sais, qui depuis les années 90, tout le monde a plus ou moins une compréhension commune de ce que c'est. Mais là, aujourd'hui, on parle quand même de plus en plus de transition climatique, de carboneutralité, de transition bas carbone. Puis tout le monde a une compréhension un peu différente là, de ce que ça veut dire transition. Puis en fait, il faut composer avec ça. Fait que c'est ça, je me rends compte, c'est que tout le monde n'a pas la même compréhension. Est-ce qu'on parle ben, c'est toujours les mêmes débats habituels. Est-ce qu'on parle de croissance verte? Est-ce qu'on parle de renversement du système? Et la réalité, c'est que dans nos villes, on a tous ces points de vue-là. Donc, il faut malgré tout trouver des façons d'avancer ensemble parce qu'on ne va pas pouvoir juste s'obstiner avec nos points de vue personnels sans collaborer parce qu'on est dans des systèmes complexes. Les changements climatiques requièrent qu'on travaille en brisant des silos, donc en allant parler avec des acteurs avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler parce que ce n'est pas forcément naturel, sauf qu'on est rendu là. Donc, il faut, je pense que chaque acteur accepte, s'il s'engage vraiment pour la cause climatique, ben, de s'ouvrir à l'autre, d'adapter son vocabulaire, de trouver notre chemin en fait, de collaboration. Alors ça, c'est quelque chose vraiment que je vois en même temps d'un défi et en même temps d'un super beau levier parce que finalement, c'est comme ça qu'on arrive à construire et à avancer vite parce que c'est là qu'on est rendu, il faut avancer vite. Donc, on ne peut plus rester... je sais ça, camper sur nos positions de départ, on est à un autre niveau, là, on n'est plus il y a 10 ans. Donc, ça, c'est un enjeu que je vois, un enjeu ou un défi, comme je disais, que je vois vraiment beaucoup. Merci à tous d'avoir partagé. S'il n'y a pas d'autres mots, je vais inviter Ah, il y a un dernier mot, Martin. Ah, et En fait, aussi très Samuel. rapidement, Allez-y. parce que suite à ce que Mélanie vient de dire, ça m'a fait réaliser, bon, on parlait de condamner à collaborer, puis un des meilleurs collaborateurs pour les villes, c'est notre union, l'Union des municipalités du Québec, joue un rôle important parce que très souvent, les villes, à part les très grandes villes qui ont d'importants moyens, les moyennes et les plus petites n'ont pas de moyens d'études. Puis Mélanie l'a soulevé, ce qui est important, c'est d'avoir des données de ce que la science dit, pas de ce que Joe connaissant va dire. Donc, c'est pour ça que l'UNQ a lancé une plateforme pour le climat. Et dans ce contexte-là, on a 10 axes, 10 chantiers importants, puis c'est basé sur la science, qui se veut aussi avec des outils pour la compréhension de la crise du climat, puis cibler des pistes possibles. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. L'UNQ travaille beaucoup avec Ouranos. Ce sont des grands chercheurs. C'est essentiel d'avoir des données scientifiques, puis après, avec ces données-là, donner des outils aux municipalités. Et je le répète, les villes seules ou même les MRC qui sont condamnés à travailler ensemble ne sont pas capables d'aller s'outiller avec d'autant d'études de cette qualité-là. Mais notre union, honnêtement, fait un travail absolument remarquable. Et très souvent, peu importe la grosseur des villes, on va être capable d'adapter en fonction de nos grosseurs de ville des plans d'action ou des initiatives qui feront au final la différence. Merci, Margot. Oui, et si je peux me permettre également de compléter, oui, essentiel la collaboration, mais comme on le dit depuis le début aussi, les mots innovation, émulation, c'est deux termes qui sont essentiels. Donc, dans la dynamique, j'entendais Vincent mentionner, par exemple, que Mont-Tremblant a récemment adhéré à l'initiative, si j'ai bien noté, ça s'appelle Protect Our Winters, donc POW. Probablement que ça donnera l'idée à une autre municipalité de faire la même chose. Donc, c'est ce que l'on cherche. Oui, il faut collaborer, mais il faut être dans une perspective aussi où on continue toujours à s'améliorer. Et dans ce sens-là, moi, je crois qu'il est essentiel que les meilleurs joueurs soient récompensés justement pour inciter tout le monde à adopter les meilleures pratiques. Chez Vivandil, on a souvent parlé là, du besoin d'avoir au Québec un fonds en aménagement et urbanisme durable. Si je résume ça de manière assez grossière, c'est avoir de la part du gouvernement du Québec des sommes qui sont dédiées spécifiquement pour développer partout au Québec, là, dans toutes les régions, pas uniquement dans les grands centres, partout au Québec, des villes, des quartiers, dans le sens
de ce qui est un écoquartier, donc en suivant les bonnes pratiques de développement urbain. Et ça, ça s'observe, on en voit en France, en Allemagne, même la Californie, qui est notre partenaire du marché du carbone, utilise une partie des revenus du marché du carbone pour financer le programme qui s'appelle, je vais vous le dire en anglais, je vous le traduirai, Affordable Housing and Sustainable Communities, donc du logement abordable et des communautés durables. Donc, avoir l'équivalent au Québec, là, ça permettrait, je crois, de favoriser à la fois cette collaboration-là, mais aussi l'émulation, l'innovation pour aller toujours plus loin. Voilà. On va se poser s'il y a des questions à les recevoir, évidemment. Merci à tous. Je ne vais pas interrompre personne, donc je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Maintenant, on va inviter, donc comme je le disais, on se garde un petit temps. On a encore 20 minutes pour prendre potentiellement des questions du public. Je n'en vois pas actuellement dans le chat. On va laisser un petit moment au besoin. Et s'il n'y a pas de questions du public, moi, j'en ai préparé. Ou sinon, ce que je peux proposer, c'est que vous posez des questions entre vous. Parce qu'après tout, justement, les dialogues, c'est fait pour ça. Vous avez échangé, vous avez répété pas mal les mêmes choses, mais peut-être que vous avez des questions sur chacun, vos programmes, vos réalités, vos enjeux. Je vois qu'il y a une question. J'en aurais une, moi, pour autant Samuel que Mélanie, que ce soit de Vivre en ville ou de Climat Montréal. Est-ce que vous avez identifié des initiatives très concrètes, là? Pas des plans, pas des aménagements, pas des choses que trop souvent des gens peuvent tabletter, là. Des éléments très, très, très concrets, pratico-pratiques, puis qui donnent de bons résultats que des gens des villes qui sont présents sur le panel seraient intéressés d'entendre. Moi, ça m'intéresse. Je peux faire un bout de réponse là-dessus. C'est sûr que comme on a 6 chantiers de travail qui œuvrent sur pile pour répondre à cette question-là depuis le mois d'avril, on commence quand même à voir des choses concrètes qui sortent de ces groupes de travail-là. Mais un exemple, je pense, assez parlant et concret, c'est par exemple dans notre groupe de travail sur le bâtiment, on se rend compte, en fait, dans le secteur du bâtiment, il y a beaucoup de ressources qui existent, autant financières que d'outils, de guides, d'accompagnement. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà au Québec, même au niveau fédéral, à Montréal, qui est en train aussi de mettre ses propres programmes pour embarquer dans la rénovation éco-énergétique, etc. Sauf qu'en fait, quand on parle avec les acteurs sur le terrain qui sont, eux, pourtant déjà hyper convaincus et engagés, eux nous disent que même pour eux, qui sont méga convaincus, c'est hyper complexe de savoir qu'est-ce que j'ai le droit comme subvention, comme accompagnement pour mon projet précis. C'est vraiment compliqué de savoir. Donc, imaginez un peu pour quelqu'un qui en plus n'est pas convaincu, juste il ne va jamais y arriver. Puis donc, en plus, là, je vous parle de professionnels, mais imaginez encore pour des particuliers. C'est encore comme dans ta liste de to-do à faire à la maison en général. Faire des trucs, des recherches sur Internet pour savoir quel programme tu as le droit, c'est vraiment compliqué. Ça arrive souvent dans le bout de la liste des gens. Ça fait un moment qu'on parle de ça dans le secteur du bâtiment. Puis là, c'est un des projets sur lesquels on travaille. Nous, c'est de voir est-ce qu'on ne peut pas faire une structure qui soit en fait un genre de guichet unique d'information et d'accompagnement. Fait qu'il y a une porte d'entrée à Montréal ou cogner quand tu veux, que tu sois en particulier en professionnel, quand tu veux adresser les questions de réduction de GES dans les bâtiments. Donc, que tu sois un constructeur, que tu sois un petit ou un grand propriétaire, que tu sois donc un particulier ou un professionnel. Puis ça, c'est super intéressant parce qu'en ce moment, on est en contact avec la ville de Paris qui a mis sur pied il y a déjà 10 ans ce qu'ils ont appelé l'Agence parisienne du climat, qui se veut en fait être ce genre de guichet unique. Fait qu'au départ, ils ont vraiment mis ça sur pied pour justement adresser les questions d'émissions de GES dans le secteur du bâtiment. Mais aujourd'hui, ils ont beaucoup grossi, là. Ils sont une assez grosse équipe quand même derrière cette agence-là. Fait qu'aujourd'hui, ils traitent aussi des questions de mobilité et autres sujets, mais à la base, c'est vraiment pour la question du secteur du bâtiment.
Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. Quand on parlait de collaboration, on est aussi en collaboration avec la Ville de Paris en ce moment, qui vont nous expliquer là, la semaine prochaine la genèse un peu de cette agence-là. C'est vraiment la partie opérationnalisation. Là, sur le terrain, comment tu fais pour faciliter la vie des gens qui veulent faire, mais qui ne savent pas par quelle porte entrer. Et aussi, donc, en parallèle, c'est sûr, comme j'en ai parlé tantôt, il faut aller aussi travailler en collaboration évidemment avec les villes et d'autres villes pour savoir qu'est-ce qui est dans la réglementation ou dans les programmes, dans les incitatifs fait que les non-convaincus finissent par être convaincus. Mais donc, c'est ce genre de projet concret-là qu'on discute. Alors, ça paraît simple comme idée, mais en fait, ce n'est pas simple à mettre en œuvre en termes de gouvernance. C'est qui est porteur de ce genre d'initiative et en même temps, c'est requis. Là. C'est des besoins concrets qui viennent des différents secteurs. Parfait. Merci, Mélanie. Je vois qu'entre-temps, on a reçu des questions dans le chat. Alors, la première qu'on a, c'est comment les municipalités peuvent-elles mettre davantage en valeur les milieux naturels urbains et pouvoir bénéficier de services écosystémiques? Si quelqu'un veut se lancer dans cette question-là. J'ai fait un bout de réponse dans le chat, là, fait que je peux peut-être en parler de vive voix, mais ça, c'était parce que je travaillais à la Fondation David Suzuki avant, donc ça faisait partie de mes dossiers, mais notamment, il y a une initiative qui est pas, je pense, qui n'est pas vraiment encore testée tant que ça au Québec, mais en tout cas, il y a eu plusieurs appels à la Ville de Montréal d'embarquer dans cette démarche-là qui s'appelle le MNAI, Municipal Natural Assets Initiative. Puis l'idée, là, c'est simple, mais en gros, c'est sur la base d'études scientifiques, là, d'intégrer dans les livres comptables municipaux la valeur des milieux naturels des villes. C'est-à-dire que ça va devenir, dans les livres municipaux, une valeur qui va pouvoir être comparée avec d'autres choses. Donc, par exemple, je vous invite vraiment à aller voir les exemples concrets qu'ils expliquent sur leur site web. Mais c'est super intéressant. Par exemple, ils ont démontré à certaines villes, notamment dans certains districts de Vancouver, qu'au lieu de refaire complètement avec une infrastructure régulière, ce qu'on appelle infrastructure grise, tout leur système d'eau, de traitement des eaux usées, c'est-à-dire les égouts, en fait, plutôt que de refaire tout ça qui coûte très cher, puis on le voit à Montréal, il faut ouvrir toutes les rues, c'est comme ça dure des plombes comme travaux, puis ça coûte très, très cher. En fait, des fois, on se rend compte qu'en faisant des études, puis si on analyse les services écosystémiques que pourrait apporter l'intégration à ces systèmes-là d'infrastructures en fait, municipales, l'intégration d'infrastructures naturelles, donc des saillies de trottoirs qui puissent réceptionner l'eau et éviter que l'eau se retrouve dans les égouts et donc fasse une surcharge des eaux dans les égouts et donc qui font que ça va être de pire en pire à cause des pluies diluviennes et des inondations qui vont empirer avec les changements climatiques. Mais ça, c'est des exemples concrets parce que dans le fond, le fait d'intégrer ça dans des livres municipaux, ça fait que les villes, elles peuvent aussi prendre des décisions beaucoup plus éclairées parce qu'on démontre qu'en fait, en intégrant des infrastructures naturelles aux infrastructures grises de la ville, finalement, souvent, ça coûte beaucoup moins cher à produire, à entretenir, parce que ça s'entretient tout seul. Tu laisses la nature faire sa job dans le fond, puis ça coûte vraiment moins cher à la collectivité au final. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas moyen de mesurer ça parce qu'on n'accorde pas de valeur, en fait, à nos milieux naturels vraiment au cœur des villes. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est une initiative personnellement que j'aimerais beaucoup voir la Ville de Montréal embarquer là-dedans parce que c'est majeur là, pour changer la façon de prendre des décisions et la façon de voir la nature en ville. Absolument. Et au sein au projet de la Réalité climatique Canada, là où je travaille, on a un projet de collecte de données par les citoyens. Et justement, on essaye de collecter des données sur l'étalement vert, la green canopy, la canopée. Et en fait, c'est très difficile d'avoir des chiffres constants à travers les municipalités dans l'ensemble du Canada. Chacun, en fait, se focalise sur soit le nombre d'arbres, soit Donc, c'est très difficile. Les seuls chiffres, en fait, les chiffres, les meilleurs chiffres qu'on a trouvés pour l'instant, c'est une étude qui vient de sortir cet été de Statistique Canada, mais c'est des chiffres qui datent de 2019. Donc, avoir des chiffres vraiment
à jour de 2021 pour comparer, pour savoir où on en est. En fait, ça prend énormément de ressources et ce n'est pas nécessairement des données qui sont disponibles au grand public. Petite parenthèse, mais je pense que Samuel, tu voulais rebondir là-dessus. Ouais, ben, je suis assez d'accord avec toi. Là. Ça fait écho à ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, on, euh, on ne connaît pas si bien que ça notre territoire au Québec et on n'est certainement pas aussi différent du reste de l'Amérique du Nord. Là. Mais on gagnera à développer ce genre de données-là. Sur l'initiative que Mélanie évoquait, la comptabilisation là, des infrastructures naturelles dans les budgets municipaux. Euh, Tout indique que du côté de l'Ontario, ils iront de l'avant avec cette initiative-là. Et dans le cadre des consultations là, pour la future politique d'aménagement que j'évoquais tout à l'heure, on est de nombreux organismes environnementaux à avoir proposé en fait, d'adopter la même méthode que ce qui sera adopté en Ontario, qui est celle que Mélanie évoquait, justement notamment parce que c'est ce qui est pas mal reconnu par la communauté scientifique, mais aussi pour une question de cohérence. On pourra éventuellement se comparer avec ce que font d'autres juridictions. Donc, il y a quelque chose là qui est très porteur. Concernant la question là, de Monsieur Danfous, moi, je réfléchissais aussi à quelques projets qui sont des succès, puis bon, je pensais protection de milieu naturel, mise en valeur. On l'a beaucoup entendu, mais quand même, je trouve que c'est un bel exemple fortissimo à Drummondville où on va décontaminer un grand terrain. Donc, à la fois pour créer des logements, de l'espace pour des garderies, tout ça, à proximité des services. Mais aussi, on va donner accès aux berges, on va restituer en fait des milieux verts, des milieux naturels en zone urbaine. Et ça, c'est assez incontournable aussi. On ne pourra pas uniquement protéger, ça ne suffira pas toujours. Il faut aussi restituer des pans de verre dans les villes ou à proximité des villes. Donc, il y a quelque chose là certainement à nous inspirer. Ah, ici, je m'en voudrais aussi, je m'étais noté m'en voudrais de pas lever mon chapeau à l'initiative de la CMM qui porte sur la compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. Donc, quand on parlait de collaboration, là, en voilà vraiment un bel exemple. Et moi, je trouve un bel exemple qui, là, dans ce cas-là, doit vraiment en inspirer d'autres, puis idéalement s'élargir le plus possible. C'est donc assez émergent. C'est l'idée, grosso modo, d'une péréquation entre les municipalités qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal et donc de redistribuer une part de la croissance, des revenus de la croissance aux municipalités qui n'ont pas d'espace pour croître parce qu'elles protègent leur milieu agricole. Pourquoi pas envisager ça dans d'autres domaines? Mais en tout cas, là, il y a certainement quelque chose de porteur. Les municipalités le font entre elles, le gouvernement pourrait doubler la mise. Donc, voilà un exemple inspirant, je trouve. Merci beaucoup, Samuel. Je vais continuer avec, on a encore 2 questions dans le chat. La prochaine, c'est est-ce que la future stratégie d'architecture et d'aménagement du territoire prévoit une diversification du revenu des municipalités pour enrayer la course à l'étalement urbain? Je pense que c'est une question qui est dirigée vers toi, Samuel. Faudrait peut-être poser la question à la ministre des Affaires municipales, mais un des 5 grands axes on l'appelait stratégie nationale, on l'appelle maintenant politique nationale, un des 5 grands axes s'appelle finances et fiscalité. Alors pour moi, ça prend des actions importantes dans chacun des grands axes. Et je verrais très mal qu'à la fin d'un processus d'une envergure pas mal importante, tout ce que l'on dit, c'est on va faire un chantier pour réfléchir à trouver des solutions dans 3-4 ans à diversifier les revenus des municipalités. Je crois qu'il faudra que, oui, rapidement, ça découle en des solutions qui contribueront à diversifier les sources de revenus des municipalités. Il y avait un bon texte dans le Devoir cette fin de semaine qui rappelait aussi que, bon, les municipalités, à bien des égards, elles ont déjà
les pouvoirs de percevoir des revenus outre que les impôts fonciers, la taxe foncière, par exemple la redevance de développement dont on entend souvent parler. Je ne veux pas rentrer dans des éléments trop techniques, mais on en revient à l'obligation de se concerter parce que on sent une frilosité parfois du milieu municipal. Si on est premier à le faire, est-ce que les autres vont suivre? Et moi, ce que j'espère, c'est que de cette conversation nationale-là que l'on a, qu'il y ait un espèce de mouvement en bloc du milieu municipal pour adopter des solutions, disons, innovantes en matière de financement, de fiscalité municipale. On pourrait peut-être parler d'éco-fiscalité aussi. Voilà. On peut peut-être entendre parler des municipalités maintenant sur cette En fait, question, justement. c'est un enjeu qui est sur la table depuis des années. C'est des demandes de l'Union des municipalités de revoir la fiscalité municipale. On est 100% d'accord, mais pour répondre spécifiquement à la question, la réponse est non. Il n'y a pas encore cette modification-là. Mais on vient d'en parler, Samuel l'a mentionné. La fiscalité municipale, aujourd'hui, dépend principalement de la taxation. Donc, une ville qui ne progresse pas, puis c'est intéressant parce que Mont-Tremblant, mon collègue qui est là, Mont-Tremblant vit ça. On l'a vu dans les nouvelles dernièrement, ils connaissent des booms de développement, les prix des maisons explosent. C'est correct, mais c'est parce qu'il y a des villes qui n'ont pas cette capacité-là comme Mont-Tremblant et sont un peu pris parce que sans croissance, ils doivent soit diminuer les services ou taxer davantage. Dans les deux cas, ce n'est pas très, très payant politiquement, je peux vous le dire. Donc, ils vont espérer trouver des moyens pour construire davantage. Mais là, on va à l'encontre de ce qu'on doit faire en densifiant ou en arrêtant, en stoppant l'étalement urbain. Donc, la ministre doit arriver avec des solutions concrètes. Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas que ce soit dans 3, 5 et 10 ans avec des vœux pieux. Il faut du concret pour qu'on puisse amorcer une modification dans nos plans d'aménagement et dans nos plans de développement. Sinon, malheureusement, on sera encore pris avec, sans dire étalement, mais avec une pression énorme. Parce que des villes comme Tremblant, bon, qui ont encore des terrains, il y a beaucoup de villes dans la CMM que je connais bien qui n'ont plus de terres développables. Et l'agricole, c'est impossible d'aller là. C'est réglé, ça. On n'y va pas. Mais ce que les gens font, ils vont plus loin. Ils vont dans l'autre couronne. Mais en faisant ça, ils se retrouvent à être encore plus loin que leur milieu de travail. Donc, ils utilisent la voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun, puis on s'éloigne. Donc, ils font plus de GES. Fait qu'on va exactement à l'encontre de ce qu'on devrait faire. C'est pas simple, mais il faut être créatif. Puis je suis convaincu que la ministre arrivera avec des belles idées. À suivre. À suivre. La dernière question qu'on va prendre, donc ça va être, c'est quelqu'un qui nous demande, je serais intéressée à savoir si les services municipaux sont plus efficaces et performants pour répondre au changement climatique plutôt que des services privatisés. Je ne suis pas certain de bien comprendre la question parce que, à savoir si les services municipaux sont plus efficaces et performants face au changement climatique, honnêtement, l'orientation donnée pour les villes viennent des élus. Ce n'est pas les employés municipaux qui décident d'être plus performants pour réduire les GES. Si des élus d'une ville veulent donner l'initiative, puis faire le pas, faire la vague dont on parlait tantôt, ben nos services vont suivre. Si on achète des véhicules électriques, ben les employés vont l'utiliser. Mais ce n'est pas l'employé qui décide d'acheter. L'initiative doit venir des élus et du courage politique, puis on le voit de plus en plus, la tendance est vers ça, sur n'importe quoi en lien avec les GES et avec le changement climatique. Mais ce n'est pas les travaux publics qui décident ça. Si je peux me permettre un bout de réponse aussi là-dessus, puis je suis d'accord avec ce que Martin vient de dire. La question, elle peut être, en tout cas, elle peut être comprise de plusieurs façons. Mais moi, je dirais, comme si on parle de performance, c'est sûr que les villes, et notamment les villes comme Montréal, c'est des énormes machines. C'est gros à faire bouger. C'est le plus gros employeur de Montréal. Fait qu'imaginez ça,
c'est une institution qui a des façons de fonctionner, c'est long à faire bouger. Donc, tu sais, de prime abord, oui, c'est sûr que le secteur privé peut sembler être plus efficace ou rapide à réagir. Par contre, là où je pense qu'il faut trouver un équilibre, c'est que le secteur privé, en tout cas le secteur privé lucratif, contrairement à la ville, ils n'ont pas le bien commun comme objectif principal. C'est la rentabilité. Fait que c'est là où il faut jouer dans les nuances, puis trouver un équilibre qui fait que, tu sais, on avance dans le bon sens. C'est pas simple, mais je pense qu'il n'y a pas le choix, en fait, que de jouer avec les deux bords, parce qu'il faut faire avec les municipalités qui ont bien commun, c'est comme mission première, mais qui sont longues à bouger, ne serait-ce que par le fait de changer les processus réglementaires. Ça ne se fait pas du jour au lendemain de changer les processus réglementaires, c'est long. En plus, on demande de plus en plus aux villes de faire des consultations publiques, ce qui est bien, mais ça aussi, c'est long encore plus. Donc, on a besoin de ça, mais on a aussi besoin que le secteur privé se bouge, puis c'est ça, il faut trouver un équilibre. C'est ma réponse. Si je peux compléter, je pense que ça vient de part et d'autre. En effet, les municipalités, c'est souvent long à changer. C'est un gros navire, mais une fois qu'il commence à tourner, l'impact peut être considérable parce que c'est un impact direct sur l'ensemble du territoire. Tandis que du côté privatif, on est souvent beaucoup plus rapide à pouvoir intervenir, mais ça se limite peut-être à une industrie ou une entreprise. Donc, l'ampleur de l'impact n'est pas aussi importante. Maintenant, en termes de compétences, je dirais que de part et d'autre, on est en train de développer des compétences pour être davantage sensibilisés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'adaptation au changement climatique. Et on travaille aussi en collaboration. Le municipal va s'inspirer du côté privé pour avoir des bonnes idées et vice-versa. Et souvent, on va mandater des services professionnels externes pour aider la municipalité. Mais ensuite de ça, la municipalité va développer une expertise grâce à ces expériences-là. Donc, je dirais de les comparer, c'est un peu difficile de se prononcer là-dessus, mais on travaille en collaboration et l'objectif, c'est toujours de s'améliorer de part et d'autre. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'on est arrivé à notre mot de la fin. Pour conclure, je pense qu'on a parlé du fait que les changements climatiques et l'environnement est vraiment au devant de la scène sur le sujet climatique, que tout le monde, en tout cas qu'on le voit de plus en plus, ça n'a jamais été aussi important. Et ça permet d'apporter du changement, autant au niveau des citoyens que des villes et que de tous les partenaires, donc des partenariats et de la collaboration qu'on a besoin, parce qu'on a beaucoup mis l'emphase aujourd'hui sur toutes ces collaborations qu'on a besoin pour apporter du changement. Comme ça a été dit pendant le panel, à plusieurs, on va plus loin. Donc, c'est vraiment le but de faciliter les bons coups, à faire des échanges, identifier les bonnes pratiques. Ça prend du temps, mais c'est l'heure de changer, c'est maintenant. On a aussi parlé de projets qui sont en cours et qui ont été faits sur justement des projets comme Protect Our Winters, dont Vincent nous a parlé, la protection des terres agricoles. On a parlé aussi du dernier projet de l'UMQ qui vient d'être publié. Donc, beaucoup d'initiatives. Je tiens à remercier tous nos panélistes. Merci Samuel, Martin, Vincent et Mélanie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui et d'échanger avec les gens qui étaient parmi nous chez eux à Montréal ou ailleurs. Merci au comité organisateur aussi des dialogues sur le climat qui a mis énormément d'énergie et de temps à rassembler tous les acteurs parmi nous. La programmation n'est pas terminée, donc je vous invite à aller sur le site internet des dialogues pour le climat pour en savoir plus. Et je vais vous souhaiter une très bonne journée à tous. Ça a été un plaisir de partager cet après-midi avec vous. Merci de l'invitation. Merci Merci de l'invitation.